tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on est avec Elliot pour parler du début de la partie 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Donc comme les précédentes saisons, la saison finale a été découpée en deux parties avec une première partie de 16 épisodes et la seconde qui devrait normalement faire 12 épisodes. Là, au moment où on tourne, on a déjà 4 épisodes qui ont été diffusés et après l'énorme révélation du dernier épisode, on s'est dit que c'était le bon moment pour en parler et organiser une espèce de cellule de crise sur YouTube. Je préviens donc que ce sera une vidéo bourrée de spoilers où on va revenir sur tous les épisodes de l'Attaque des Titans, pas seulement ceux de la partie 2. Et aussi qu'Elliot et moi, on ne lit pas le manga, on regarde seulement l'animé et jusqu'ici, on a évité tout les spoilers, donc ce serait super sympa que ça commence pas dans les commentaires de la vidéo. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur ce qu'on attendait de ce début de deuxième partie et surtout ce qu'on en a pensé. Toi, je sais, Elliot, que t'attendais plus d'action. J'attendais, en fait, à cause du cliffhanger à la fin de la première partie, je me suis dit, bon bah la deuxième partie, là au début ils vont balancer que de la baston, et la priorité ce sera repousser l'armée Mar qui envahit l'île. Et alors, de la baston on en a eu, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. Bon, le petit bémol, c'est que je m'attendais à en voir plus de Reiner, là on le voit juste faire « Oh non, arrête de te battre Eren, ça suffit !» Je le trouve un peu mou. Et alors qu'à côté, Eren lui est vraiment à fond, tout ce qu'il veut faire c'est toucher son frère, entrer en contact avec lui en plein milieu d'un champ de bataille. Je trouve ça assez osé de la part du scénario et vachement intéressant. Et à part ça, ouais, je m'attendais pas à autant de révélations si tôt dans cette deuxième partie. Bah, c'est vrai qu'en plus, quand on compare à la première partie de la saison 4, donc il faisait 16 épisodes, c'est plus long que ce à quoi on avait été habitué avec les 12 épisodes réglementaires. Ouais. C'était assez dense et bavard. Bavard, mais pas forcément pour en faire un reproche, parce que là, le but de cette première partie de saison 4, c'était surtout de décloisonner l'intrigue, de nous catapulter sur le continent avec les Mar, et en fait de cartographier le monde et l'univers de l'Attaque des Titans. Ouais. Donc aussi avec son lot de révélations pour étendre la toile de fond. Mais là, c'est vrai que vu qu'il reste 12 épisodes, on pouvait totalement s'attendre à ce qu'il y ait un changement de rythme drastique et qu'on passe sur gros fight, grosse bagarre pour un sprint final qui est cette guerre en fait, qu'on nous tease depuis le tout premier épisode de la première saison. Ouais. Mais au final, oui, c'est vrai qu'on a le droit à des moments un peu plus posés et suspendus et pas forcément au déchaînement d'action auquel on pouvait s'attendre. Moi, de mon côté, c'était pas forcément plus d'action que j'attendais, c'était beaucoup de sadisme. Encore parce que tu le sais très bien, mais la série n'aime pas nous laisser dans une zone de confort, elle a toujours aimé nous bousculer. Et ça commence notamment par la mort de personnages qu'on ne s'attendait pas à voir mourir, parce qu'on a très vite catalogué l'Attaque des Titans comme un shonen neketsu, donc c'est vrai qu'on avait l'habitude à ce que les personnages ne meurent pas forcément, ou alors que ce soit les figurants en arrière-plan qui morfent, et pas forcément les personnages auxquels la série voulait qu'on s'attache. Donc c'est sûr que dans la toute première saison, quand on nous fait croire que Eren va mourir, on peut pas vraiment y croire. Mais quand il se fait décapiter à quelques épisodes de la fin, ouais, là la série elle nous fait vraiment douter, et c'est encore plus sadique en fait, c'est encore plus cruel. Ce qu'il est bien aussi, c'est de tenter de nous faire croire que peut-être sur un malentendu, Levi pourrait être vivant, alors qu'on est sur la fin et il faudrait peut-être qu'on accepte de faire le deuil du personnage, mais la série ne nous permet pas de le faire parce qu'elle entretient toujours cette petite ambiguïté sur son statut. Et ça, c'est encore une fois bien sadique, donc au final, j'ai eu ce que j'attendais. J'attends que la série me fasse du mal et elle m'a fait du mal. Là où la série joue pas mal avec nous aussi, c'est quand il s'agit de brouiller la distinction nette entre gentils et méchants, héros et anti-héros. Et dans toute la première partie, voilà, on nous a dépeint un Eren complètement différent de tout ce qu'on avait pu voir, donc il y avait des idées génocidaires. C'est-à-dire qu'il était pour l'éradication douce, c'est-à-dire stériliser tous les Eldiens pour qu'au final les Titans disparaissent progressivement, en même temps que tous les péchés de leurs ancêtres. C'était bizarre, et on pouvait pas s'empêcher de se dire que il y a quelque chose qui coince, c'est pas possible, Eren a forcément une idée derrière la tête. D'ailleurs même Armin était dans cet état d'esprit-là, donc nous en tant que spectateurs on suivait et on se disait mais non, Eren ne peut pas juste devenir un méchant. Et c'est le troisième épisode de la partie 4 qui nous dit que non, évidemment, Eren en fait mentait à Sig, il n'était pas du tout dans son plan. On se dit chouette, pendant une semaine, on se dit véritablement bon, maintenant il nous reste juste à comprendre le pourquoi du comment, mais en fait voilà, Eren c'est toujours le héros, c'est toujours le personnage principal, c'est toujours machin, pour ensuite nous dire que non, c'est bien un énorme psychopathe, plus qu'on aurait pu l'imaginer.
Et donc voilà, la série continue vraiment à jouer là-dessus, sur cette distinction, je suis gentil, je suis pas gentil, je suis le héros, je suis l'antagoniste. Et c'est plutôt fort parce qu'au final, elle remet toujours nos certitudes en doute, elle nous bouscule toujours plus, et on en est qu'à 4 épisodes de la partie 2. C'est ça qui est impressionnant, ouais. Donc il reste encore pas mal à venir. Ouais. En fait, tout ça pour prouver que la série, elle prend encore plus le contre-pied du Neketsu. Oui, complètement. Dès la saison 1, on le comprend. Pour rappel, le Neketsu, c'est un manga ou animé shonen où le héros est plutôt jeune, est orphelin et se fixe un objectif quasiment impossible à atteindre, mais il va être aidé par ses amis pour l'atteindre. C'est un schéma narratif ultra codifié en fait, qu'on retrouve par exemple dans One Piece, dans Naruto, Hunter x Hunter. Fairy Tail, Bleach, tous les gros shonen populaires qu'on aime. L'Attaque des Titans, on s'est dit ouais on va faire ça, mais on va dire fuck à certaines règles. C'est-à-dire que dès la saison 1, on voit que la figure du héros, elle est beaucoup moins optimiste que dans tous les autres animés, c'est-à-dire que dès l'épisode 1, on voit le commandant du bataillon se mettre à pleurer parce qu'il n'a pas réussi à sauver ses hommes, tous les personnages auxquels on s'attache qui meurent cruellement, toutes les règles de pouvoir de l'amitié, de pouvoir de la volonté et tout ça, c'est du bullshit qui ne fonctionne pas dans l'Attaque des Titans. Oui, c'est beaucoup de morts anti-héroïques en fait. On a finalement, à part Erwin, on a peu de morts vraiment héroïques pour l'honneur, pour la grandeur du personnage. C'est souvent des morts injustes. Je pense surtout à la mort de Marco dans la saison 1. On le voit même pas mourir. On découvre son cadavre à moitié déchiqueté. Et puis quand on découvre comment il est mort au final, c'est encore plus anti-héroïque. Ouais. Et voilà, du coup, la série a continué de contourner les règles du Neketsu jusqu'à la saison 4, où le héros devient un antagoniste. Et fun fact, les Anime Awards de Crunchyroll ont nominé Eren dans la catégorie meilleur antagoniste. Ils ont un peu pris le risque de spoiler les gens en faisant ça, mais c'est quand même osé. Voilà, donc je trouve ça assez incroyable, en peu d'exemples, à quel point la série s'éloigne de toutes les conventions. Moi c'est ce que j'attendais justement, parce que étant donné que la série m'avait autant surpris jusqu'ici, je m'attendais à ce que pour la fin, pour la dernière ligne droite et le sprint final, on nous dévoile en fait toute l'ambition narrative de l'œuvre. Je n'ai évidemment pas été déçue, parce que l'Attaque des Titans, c'était une série qui était vraiment captivante dès le départ parce qu'elle posait un mystère. Pourquoi l'humanité est entre les murs? Pourquoi les titans sont là? D'où ils viennent? Quel est leur but? Et le principe, en fait, était de dézoomer tout ça, épisode après épisode, mais sans avoir une intrigue qui est ultra balisée. Comme je disais, c'est toujours là pour remettre tout ce qu'on sait en question et en perspective, et au final, renverser absolument tout ce qu'on savait et toutes les connaissances qu'on avait acquises jusque-là. Et je m'attendais bien à ce qu'il y ait une dernière grande révélation dans cette dernière partie. Honnêtement, je pensais que cette révélation, ce serait une boucle temporelle. Enfin, quelque chose qui irait dans le sens de cercle de haine, cercle de violence, cycle qui veut pas se briser. Et puis, en plus, j'avais l'impression que la série avait vraiment disséminé des petits indices, ne serait-ce que dans le tout premier épisode de la série. Le titre, c'est « À toi qui vis 2000 ans plus tard ». On a Eren qui semble rêver du futur au moment où il se réveille. Ensuite, plus tard, Eren Kruger qui dit à Grisha de protéger Armin et Mikasa en se demandant « mais à qui sont ces souvenirs ?» Voilà. Donc c'est vrai que... Et le rêve de Falco aussi, ne l'oublions pas, le rêve de Falco au début de la saison 4. Tout ça fait que je pensais que ce serait une sorte de boucle temporelle. Évidemment, c'était pas une boucle temporelle, mais on a bien un principe de paradoxe temporel qui est amené. Et c'est fort parce que ça surligne encore plus... toute l'idée de fatalisme et de déterminisme qui traverse absolument toute l'œuvre. Là, on nous explique qu'en fait, c'est la fin de l'histoire, ou du moins ce qui s'est passé dans les 2 derniers épisodes, qui ont écrit tout le début. Donc Eren a écrit une partie de l'histoire avec un grand H, et on est face à un futur inéluctable. Donc au final, c'est vrai que ce pessimisme de base dans l'œuvre, il est encore plus renforcé et musclé avec la fin de la série qui nous explique que de toute façon, tout était joué d'avance. Ça peut être un principe un peu casse-gueule, aussi bien de jouer avec le temps, le passé, le présent, le futur, que de nous dire que tout était écrit depuis le début. Ça peut être casse-gueule, mais pour le coup, je trouve ça vraiment bien fait. Et surtout, on a eu exactement le même réflexe, toi et moi, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir eu. Après le dernier épisode, on est tous allés revoir le premier épisode de la saison 1 de l'Attaque des Titans, et on s'est rendu compte de toute la maîtrise en fait.
Bah oui, c'est ça qui est incroyable. Donc du coup, bah, le premier épisode où Grisha Yeager dit à son fils, promet à son fils qu'il va lui montrer ce qui se trouve dans sa cave, en lui montrant la clé. Ici, vraiment, on voit le gros plan sur la clé de la cave. Et on ne voit pas où Grisha regarde. On ne s'est pas posé la question de où est-ce qu'il regarde. Juste vite fait, il se tourne vers son fils. Il sort la clé, on a le plan sur la clé et il s'en va. C'est ça, en plus on pensait vraiment que le plan fixe sur la clé, c'est parce que c'est encore l'époque où la clé était mystérieuse, qu'on pensait que tout allait être résolu par cette clé. Mais presque tout, mais pas tout. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, on découvre dans l'épisode 4 de la deuxième partie, Grisha est en train de regarder Eren dans les yeux, mais Eren adulte, il le regardait avec un regard de terreur. Du coup, il se regardait lui-même à la troisième personne en ayant le point de vue d'Eren. En plus. Ça devait être encore plus perturbant de se voir lui-même en sachant que c'est son fils qui le regardait dans le futur. C'est très bizarre. Oui, c'est vrai que je m'étais pas mis à sa place pour le coup. Sinon, il y avait quoi d'autre encore dans la saison 1, je pense surtout à la fin, quand Eren est en train de mettre une pâtée à Annie transformée en titan féminin. Il s'est vraiment mis en mode berserker à la Evangelion, et il l'attrape, il la met par terre, il commence à déchiqueter tout le corps de titan, et il promet qu'il va détruire ce monde tout entier. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec le personnage d'Eren, c'est que dès le début, il était clivant. C'est-à-dire, forcément, autour de toi, t'as dû entendre des personnes dire moi j'aime pas Eren, il est insupportable, il me casse les pieds, il est trop arrogant, il est trop énervé. Sa famille venait de mourir, mais enfin bon. Et au final, on se rend compte que ce personnage, il est tel qu'il est aujourd'hui depuis le début, on nous l'a montré, mais étant donné que on est encore dans ce schéma de shonen neketsu, le héros, il est parfait, on va le suivre, on va adouber absolument tout ce qu'il fait du début à la fin. C'est sûr qu'on n'avait pas ce regard-là sur lui, alors que oui, il dit clairement dans la première saison qu'il va détruire le monde. C'est ça, c'est le héros de shonen en état de colère comme on en a souvent, mais sauf que lui c'est assez constant, quoi. C'est un état permanent de colère. Et voilà, le revirement du personnage nous a énormément surpris, alors qu'au final, toutes les clés de compréhension du personnage étaient déjà là. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que pas mal de fans de l'Attaque des Titans vont comparer le manga et l'animé à One Piece, parce que il n'y a pas beaucoup d'autres mangas et animés qui, comme One Piece, parsèment le récit de questions auxquelles on va répondre bien plus tard. Oui, c'est ça, parce qu'au final, il y a vraiment plein de petits indices. On pouvait tilter sur le moment, mais en fait après, c'est pas qu'on oublie, mais on a d'autres informations qui viennent et on le laisse de côté. Et c'est pour ça que la série a toujours réussi à nous surprendre quand elle nous expliquait qu'en fait, depuis le début, machin, parce que effectivement, on se rappelait de certains trucs et ça nous paraissait évident, alors que sur le coup, ça nous est passé sous les yeux, mais de façon totalement anecdotique. Et d'ailleurs, il y a un concept qui, lui, qu'on pensait avoir un peu oublié, c'est le concept de oiseau enfermé dans une cage. C'est quelque chose qui est là depuis le début, vraiment déjà le premier plan de l'anime, il me semble, c'est un oiseau qui vole. Il y a le thème musical Vogel im Café, que je prononce pas bien parce que je parle pas allemand, qui veut dire oiseau dans une cage. Et ça continue dans l'épisode, je crois le deuxième ou troisième de la deuxième partie. De la saison 4, on voit Falco, Cord et Gabi dans un magasin étrange qui vend des cages pour oiseaux. Enfin, les trois sont un peu recroquevillés dans un coin et le truc qui les surplombe, c'est des cages à oiseaux qui montrent qu'eux aussi étaient privés de leur liberté alors qu'ils étaient bien au-delà des murs. Un autre truc aussi qu'on attendait, toi et moi, parce que tu l'avais soulevé dans tes critiques sur le site de la première partie, moi aussi, c'était en fait le changement de studio. Oui. C'est-à-dire que les premières saisons étaient animées par le studio 8. Là, on est passé sur le studio MAPPA. Et c'est vrai que toi comme moi, on avait un petit peu accroché, enfin notre œil avait accroché sur certains détails dans la première partie. Et là, c'est quand même mieux. Je sais pas, oui, alors c'est mieux, et je sais pas si c'est parce que juste mes yeux et mes oreilles se sont habitués au style de MAPPA, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup de gens comparent MAPPA et Wit Studio, enfin le travail de MAPPA et le travail de Wit Studio sur l'Attaque des Titans. Je l'ai fait aussi, j'avoue. Voilà, non mais moi aussi, c'est normal de le faire. Et beaucoup disent que la DA des personnages est beaucoup mieux d'après MAPPA ou était beaucoup mieux avec Wit. Enfin, c'est une comparaison un peu stérile parce que déjà c'était une volonté des producteurs depuis longtemps de changer de studio d'animation après l'ellipse de 4 ans. Et c'est normal parce que les personnages ont vieilli, on découvre un univers au-delà des murs où la technologie, c'est-à-dire les armes, les bâtiments, tout est différent. Toutes les batailles vont être mises en scène de façon tout à fait différente. Donc ça a du sens qu'on change de studio et qu'on change légèrement de direction artistique. Oui, et puis même au niveau il y a la direction artistique, mais il y a aussi la réalisation. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de moments de réalisation en 4 épisodes de la partie 2 que pour toute la partie 1. Il y a une vraie volonté de cinéma, oui. Voilà, on pense tous les deux au même moment, quand Eren vient de se faire décapiter, qui rentre dans l'axe et qu'on a ces plans figés qui jouent en fait sur 2 temporalités, sur le temps figé sur
le champ de bataille et ce qui se passe dans l'axe qui s'écoule de façon tout à fait normale. Et c'est vrai que certains plans sont très marquants. Le plan sur la tête de Yelena, c'est devenu un mème sur Twitter, peut-être 20 minutes après la sortie de l'épisode, c'est allé assez vite. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des plans très marquants. La tête d'Eren, au moment où il libère son pouvoir et qu'il donne accès à ses souvenirs, ou la tête de Grisha, une fois qu'il s'entaille la main pour tuer la famille Reiss, c'est des plans vraiment marquants. Et je trouvais qu'on en avait eu moins dans la première partie, et que là, visuellement, en tout cas, c'est plus marquant. Oui, c'est vrai que la réalisation est beaucoup plus ambitieuse. Bon, après, mais après, tout est dans le choix du réalisateur. Le réalisateur de la saison 1 que Wii Studio avait choisi, c'était le réalisateur de Death Note. Death Note qui est quand même un animé très bien réalisé, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et la saison 4, du coup, réalisée par MAPPA, ils ont pris le réalisateur de Dororo, qui était un de leurs premiers animés et qui est beaucoup plus méconnu, mais vachement intéressant et vachement cool. Donc ce réalisateur-là, il a de bonnes idées et tu sens qu'il gardait plein de trucs pour cette partie 2. Voilà, donc au final, on a encore pas mal d'attentes, beaucoup de questions, et il ne reste que 8 épisodes. À la fois, ça paraît beaucoup, parce que ne serait-ce que là, en 2 épisodes, ça a complètement tout retourné. À la fois, ça paraît très très court, et c'est très très court. Ça fait bizarre de se dire que c'est bientôt la fin. C'est dans 2 mois. Ouais, ça fait bizarre, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous appelle à vous, chères personnes qui regardent la vidéo, Écran Large a besoin de vous, Écran Large a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner en tant que membre premium du site écranlarge.com. Le lien sera en description. Vous aurez accès à une meilleure navigation sur le site, moins de pubs, des articles de fond. Rien que pour vous, les abonnés, il y avait quoi récemment? Il y a eu Breaking News. Breaking News, il y a eu la légende de Korra. Event Horizon, la légende de Korra. Vraiment sur on revient sur des trucs intéressants et passionnants. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la. Aimez-nous. S'il vous plaît. Stop.